Exercice de dressage de la situation de référence et de vérité à l'endroit du peuple sénégalais et des partenaires, nous revoilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales. Monsieur le Président de la République, rappelons que vous avez été élu sur la base d'une offre programmatique intitulée « Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Dès votre installation, vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous confier la passionnante mission d'opérationnalisation des idées innovantes que vous y défendez, pour une rupture qualitative et profonde. Il s'agissait pour vous de poser les fondations d'une transformation systémique par des solutions durables, non pas pensées dans le mode fast-track, mais qui reposent sur une vision à long terme, qui transcende les clivages politiques pour refonder le Sénégal sur des bases solides et durables. L'équipe de conception, composée d'experts de la primature et du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, s'est immédiatement alors mise en place sous la direction du ministre de l'économie, du plan et de la coopération et du ministre secrétaire général du gouvernement sous ma supervision. À cette équipe est venue s'ajouter l'expertise du cabinet Performance, qui, dans un élan patriotique, est venu offrir sa contribution à cette phase d'élaboration du référentiel. Ce groupe de travail s'est donné corps et âme sans répit durant ces 4 derniers mois, à organiser des retraites, des veillées même, pour aboutir aux résultats qui nous réunissent aujourd'hui. Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire confiance à l'expertise locale, d'une part, et d'impliquer davantage le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics. Le diagnostic stratégique qui a découlé de ce travail pour notre pays pourrait se résumer en 4 grands mots. Notre modèle ne crée pas de valeur, une croissance d'à peine 0,4% en moyenne du PIB, une gouvernance qui ne favorise pas l'éclosion, 10 entreprises pour 10 000 habitants au Sénégal contre 500 pour 10 000 au Maroc et 709 pour 10 000 à Singapour, une population active mais peu productive, 80% sont des ouvriers, commerçants ou artisans. Le privé génère 2 fois moins d'emplois que le public. Un modèle social inéquitable. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Et à l'indice de développement humain, nous sommes classés 169e sur 192. Voilà sommairement dressé les maux dont souffre notre pays. Ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement nous a maintenus à la lisière des trajectoires vertueuses qu'il nous incombait d'emprunter ces dernières décennies. Nos experts y reviendront plus largement lors de leur présentation. Nous savons hélas que nous ne pouvons plus revenir en arrière, mais nous pouvons prendre un nouveau départ. Commencer à partir de maintenant et emprunter une toute nouvelle trajectoire librement choisie, partagée et assumée. C'est la haute et noble ambition fixée par son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour y parvenir, nous ne ferons plus comme avant, courir d'une réforme à une autre, d'un projet à un autre, touchant à tout, laissant bien souvent par-ci, par-là un goût d'inachevé, et toujours dans la précipitation électoraliste et le diktat du prochain mandat. Nous avons pris le pari d'adopter un nouveau modèle de développement sur le long terme, reposant d'une part sur un État stratège qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, de pôles territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir? Notre approche repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation de nos concitoyens d'ici et de la diaspora. À l'instar des économies qui ont décollé, nous développerons
quelques solides moteurs de croissance sur lesquels nous appuierons pour créer une économie compétitive, gage d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Nous l'illustrons en vous présentant l'arbre qui symbolise et synthétise notre vision 2050. Voici le baobab, emblème national. 4 parties principales composent cet arbre majestueux, familier dans nos paysages. Des racines, un tronc, des branches et des fruits. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 axes stratégiques de l'agenda national de transformation du Sénégal. Notre baobab repose sur de solides racines qui représentent la bonne gouvernance et l'engagement africain. Engagement africain dafay tekki ni yorinu mbiri askan wi dafa war a leer lépp leer ci askan wi maanaam jub jubbal ak jubbante loolu mooy indi jàmm ak dal ci noonu itam lañuy gën a dooleel lëkkaloo gi am ci suñ diggante ak yeneeni réewu Afrique yi ñu mën a àndandoo liggéey ngir mën a yegg ci mébét yi ñu bokk. Et le solide tronc du baobab représente un aménagement optimal et un développement durable. Aménagement et développement durable mooy fexe ñu mën a séddale tabax yi ak service yi ci diwaan yépp su ko defee gox bu nekk mën a yokk ci anam wu dëppoo ak liñ bëbët dafay ànd ak tabax dëkk yu méngoo ak sunuy bëgg-bëggu ëllëg ci jamono jooju faaw ñu aar xéewali jaww ji ngir ñu bañ a jeex boole ci defar dëkk yu mën a dëppoo ak bëgg-bëggu tey te bañ a sànk ëllëg. Mesdames et messieurs, les branches fournies représenteront notre capital humain de qualité et la garantie de l'équité sociale. Capital humain de qualité et équité sociale maanaam gën a sukkali njàng ak tàggat ngir jox askan wi xam-xam bu am njariñ ba noppi ñu gën a yemale askan wi ku nekk mën a am paj ak kaaraange bu ko weesoo ñu fexe ba kenn bañ a des ginnaaw ci yokkuteg réew mi. Et les fruits enfin qui représentent notre option de bâtir une économie compétitive. Économie compétitive li ñu jublu mooy Sénégal bu moom boppam jub te am naataange ànd ak koom-koom gu am taxawaay maanaam sos koom-koom gu mën a joante ak àddina si loolu dina gën a dooleel barabi yokkute yi gën a yombal liggéey yi gën a yombal dundinu askan wi su réew mi jàppale secteur privé bi mu am doole ba noppi fexe moom boppam ci wàllu koom-koom loolu dina tax alal ji am njariñ ci askan wi ci noonu lañuy gën a yombalee ay liggéey ak ay gis-gis yu bees ci dëkk bi. Chacun de ces axes qui vous sera détaillé tout à l'heure constitue un pilier sur lequel on pourra s'appuyer pour arriver à un Sénégal souverain, juste et prospère. La nouvelle stratégie de développement pour les 25 prochaines années, grâce au scénario de rupture que nous proposons, devrait donc conduire à terme à récolter les fruits de notre baobab. Un Sénégal souverain, juste et prospère, c'est une nouvelle trajectoire de développement. C'est des moteurs de croissance en pleine expansion. C'est enfin une nouvelle carte économique et de nouveaux corridors. Monsieur le Président de la République, distingués invités, il ne me reste plus qu'à laisser la place à nos experts pour vous fournir plus de détails sur le nouveau référentiel. La présentation se fera en 3 étapes. Le diagnostic, qui sera introduit par M. Cheikh Moudou Thiam, directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. La vision 2050 par M. Victor Ndiaye du cabinet Performance, la déclinaison quinquennale et le cadre de mise en œuvre par M. Souleymane Diallo, directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Suivra ensuite le panel qui permettra à quelques discutants de donner leur première impression et à une représentation du gouvernement de répondre éventuellement à leurs sollicitations. Et on souhaiterait aussi que le panel se passe en langue nationale ou alors que ça passe d'une langue à une autre pour qu'il soit le plus inclusif possible et que pour que le maximum de Sénégalais puissent comprendre les enjeux de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention.
plan quinquennal pour l'action gouvernementale, comme vous le verrez tout de suite avec mon coéquipier. Le président Diomaye Faye a été élu pour remobiliser les Sénégalais derrière une grande ambition. Cette vision partagée par tous, portée par tous, chacun à son niveau, chacun joue à sa partition, comme le montre cette image, fera du Sénégal de demain un pays souverain, juste et prospère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Victor Ndiaye, du cabinet Performance Group, qui nous a présenté la vision Sénégal 2050. Vision donc pour les 25 prochaines. Ce sera enfin un développement territorial plus équilibré et mieux planifié autour de 8 grands pôles régionaux qui connaîtront tous une augmentation de leur population en moyenne x2, de leur revenu par habitant en moyenne x3 et de leur taux d'emploi qui sera autour de 40%. Premier pôle ici sur la carte, avec 6,1 millions d'habitants en 2050, le pôle de Dakar connaîtra un développement plus maîtrisé et renforcera sa position de pôle de service à valeur ajoutée et de carrefour culturel de rang international. Avec 4,8 millions d'habitants, le pôle de Thiès sera en 2050 un pôle majeur de valorisation des industries extractives, de tourisme balnéaire et d'agro-industrie. Avec 7,6 millions d'habitants, le pôle centre sera un modèle de développement durable centré sur la valorisation de son riche patrimoine touristique et agricole avec la renaissance du bassin arachidier. Avec 5,4 millions d'habitants, le pôle régional sud, un trésor naturel, sera en 2050 une plateforme agro-industrielle rayonnant sur la région, sur toute la sous-région sud, et une destination reconnue de tourisme durable. Avec 3,1 millions d'habitants, le pôle régional sud-est, Kédougou, vaste potentiel aujourd'hui bridé par son enclavement, sera en 2050 un bassin économique dynamique et diversifié, notamment dans les mines et la métallurgie, l'écotourisme et la logistique. Avec 2,2 millions d'habitants en 2050, le pôle régional nord-est connaîtra la plus forte augmentation du revenu par habitant, de 400 000 francs à 3,2 millions de francs par an, et se positionnera, grâce à une politique volontariste, en pôle industriel majeur de production d'engrais et un bassin agropastoral moderne. Avec 2,3 millions d'habitants, le pôle régional nord, pôle agro-industriel compétitif, sera un maillon clé de notre souveraineté alimentaire et une destination touristique prisée. Enfin, pôle régional le plus peuplé du Sénégal en 2050, avec 7,2 millions d'habitants, le pôle Diourbel-Louga, foyer religieux d'envergure mondiale, se positionnera comme un pôle urbain et industriel majeur. Au final, le Sénégal présentera en 2050 un modèle territorial beaucoup plus équilibré, le poids de Dakar passant de 46 à 29% du PIB. L'axe 3 de l'agenda, c'est un investissement massif dans l'éducation et l'équité sociale, en conformité avec l'ambition du projet pour une éducation de masse, de qualité, accessible, performante et en parfaite adéquation avec le monde du travail, et pour un système sanitaire et de protection sociale efficace, efficient et à moindre coût. 5 objectifs majeurs sont présentés ici. Aujourd'hui, 2 élèves sur 3 quittent le système scolaire sans qualification, entraînant des pertes considérables sur la qualité de la formation de nos enfants. Demain, cette proportion ne devrait pas dépasser 10%. Même pour ceux qui poursuivent plus loin leurs études, il sera indispensable d'accentuer la formation technique et professionnelle. 5 millions de techniciens seront ainsi formés pour mieux répondre aux besoins des activités socio-professionnelles.
Le rehaussement de la qualité du capital humain favorisera l'employabilité des jeunes et un doublement du taux d'emploi qui passera de 19 à 40%. Dans la santé, la mortalité maternelle, indicateur représentatif de la qualité d'un système sanitaire, passera de 216 à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes, en accord avec les objectifs de développement durable. L'accès aux soins de santé sera également élargi à l'ensemble de la population grâce à une assurance médicale. Un nouveau référentiel de l'éducation sera mis en place pour améliorer la gouvernance, la qualité et le financement du système, assurer une intégration effective des langues nationales et des DARA et faire de l'éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap une priorité nationale. Par ailleurs, notre pays fera face à un défi d'une ampleur phénoménale sur les 25 prochaines années, accompagné vers l'emploi près de 10 millions de jeunes à la recherche d'un premier travail, en majorité dans des métiers techniques. Pour relever ce défi, l'agenda de transformation sortira des sentiers battus et mobilisera tous les acteurs autour de la bataille de la qualification et de l'employabilité avec une massification de l'apprentissage en alternance. Ainsi, le programme 550 permettra ainsi de former au minimum 5 millions de techniciens d'ici 2050, dont 700 000 techniciens dès 2029. Dans ce cadre, une plateforme de mise en relation des apprenants et des recruteurs, publics et privés, créera un marché national du travail innovant et transparent. Par ailleurs, un service civique professionnalisant offrira une première expérience professionnelle à plus de 10 000 jeunes par an, avec une double mission, favoriser la réalisation de projets d'intérêt public, tout en offrant aux jeunes des opportunités d'expérience professionnelle et de montée en compétences. Dans le domaine de la santé, une réforme en profondeur sera réalisée pour bâtir un système de qualité accessible à tous, avec 4 caractéristiques majeures. Le passage d'une santé curative vers une santé préventive, en s'appuyant sur l'instauration d'un dossier patient électronique et la digitalisation des données, la densification des infrastructures et la mise en place d'un nouveau modèle économique, s'appuyant sur la mise en place d'une assurance maladie nationale et une autonomisation accrue des régions médicales, une politique volontariste de renforcement du capital humain de la santé, avec des ressources humaines de qualité uniformément réparties sur l'ensemble du territoire. Enfin, la promotion d'un hub santé régional avec la construction de 10 hôpitaux de niveau 3 et un hôpital de niveau 4, la dynamisation de la filière des industries pharmaceutiques, la création d'une zone spéciale de tourisme médical et la consolidation de l'offre de santé privée. Enfin, les mécanismes de filets sociaux seront renforcés pour la résilience des ménages sénégalais les plus fragiles, notamment en renforçant la régularité et l'efficacité des paiements du programme national de bourse de sécurité familiale, en optimisant le registre national unique et en mettant en place une assurance maladie nationale. Enfin, le 4e axe de l'agenda national de transformation, c'est la bonne gouvernance et l'engagement africain. 4e axe dans cette présentation, mais en réalité le premier axe, parce que c'est la base de tout. Un Sénégal souverain, juste et prospère suppose des règles de bonne gouvernance pour assurer l'efficience de la gestion publique et la stabilité du pacte social. Il s'agira notamment de restaurer la bonne gestion de l'État et son efficacité, conforter la confiance des citoyens et des acteurs économiques, mieux libérer les énergies, assurer une évolution réussie vers une décentralisation et une démocratie participative, avec 4 principes: la séparation réelle des différents pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, l'éthique et l'orthodoxie dans la gestion publique, la reddition des comptes pour les responsables et une décentralisation effective pour une démocratie participative. L'État allouera aussi les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité pour conforter la sécurité nationale en tenant compte des nouveaux types de menaces auxquelles le Sénégal fait face.
Les capacités nationales seront renforcées pour garantir notamment l'ordre public, la sécurité extérieure, la surveillance maritime, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les trafics transfrontaliers et le transport illégal des migrants et la cybercriminalité. Ce axe gouvernance, c'est également l'intégration africaine. Le Sénégal impulsera les réformes institutionnelles nécessaires pour son renforcement et favorisera une meilleure connectivité avec les pays de la sous-région pour une parfaite fluidité des échanges de biens et de services, d'énergie ou de communication. Nous venons de voir la nouvelle vision issue du projet, le Sénégal en 2050. Nous avons vu comment et dans quelle direction y aller, à travers les 4 axes de l'agenda national de transformation. Nous allons terminer en précisant un peu plus ce comment, car tout est à faire, mais le chemin est long et tout n'est pas à faire tout de suite. Et il en est de même lorsque vous reprenez une maison en mauvais état. Personne de sensé ne s'y installerait tout de suite. Au contraire, 3 étapes sont nécessaires. D'abord, faire un état des lieux exhaustif, puis redresser. Ensuite, mettre en place les fondations solides et le gros œuvre, impulser. Et enfin, attaquer le second œuvre, accélérer. Redresser, impulser, accélérer. Il en sera de même pour l'agenda national de transformation, avec, durant ce mandat qui constitue la première marche vers la vision 2050, 5 batailles majeures. La première, c'est de restaurer un État fort et souverain. La deuxième, ce sera de bâtir les fondements solides d'une gouvernance démocratique. La réforme du système électoral, la réforme de la justice, la participation citoyenne accrue, la séparation réelle des différents pouvoirs, la responsabilisation des détenteurs de pouvoir exécutif. La troisième, ce sera de poser les bases d'une économie compétitive. Énergie, numérique, cadre des affaires, infrastructures, stratégie filière. La quatrième, ce sera d'améliorer la qualité des services aux citoyens et de réduire les inégalités. Et la cinquième sera de dynamiser l'employabilité des jeunes, une priorité absolue. Un État fort, c'est d'abord un État qui planifie son développement. Référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050 servira désormais de cadre à l'ensemble des politiques sectorielles et territoriales. Il sera décliné en un plan décennal pour les pôles et pour les filières stratégiques. Et en 2004, les Sénégalais ont voté pour la rupture proposée par le président Diomaye Faye. Rupture des pratiques, rupture des mentalités au service d'une grande ambition, faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. La proposition du président de la République aux Sénégalais, c'est d'abord une transformation systémique, plus de souveraineté, des filières compétitives et des pôles économiques dynamiques sur l'ensemble du territoire et des populations réellement émancipées. Pour notre pays, c'est aussi une transition vers un tout nouveau paradigme, avec un nouveau modèle de développement qui n'est plus porté par un État qui fait tout et qui s'endette, mais par un État stratège et un secteur privé national fort, un développement endogène et la définition d'un pacte national entre ceux qui gouvernent et les citoyens. Probité, intégrité, civisme, citoyenneté, avec comme viatique pour tous le Djoub Djoubol Djoubanti. Cette vision est ambitieuse parce que le Sénégal dispose d'un capital humain, matériel et immatériel remarquable, encore largement en friche. Libérer ce potentiel permettra de changer la trajectoire de développement du Sénégal avec, pour les 25 prochaines années, une croissance moyenne minimale de 6,5% par an qui positionnera le Sénégal en 2050 avec plus de 4 500 $ par habitant dans une nouvelle catégorie, celle des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Pour cela,
La profession de foi du président Diomaye Faye, traduite à travers le document du projet, a été déclinée en un agenda national de transformation, nouveau référentiel des politiques publiques. Cet agenda se décline en 4 axes. Le premier axe, ce sera de doter l'économie de solides moteurs de croissance. Le Sénégal passera d'une économie désarticulée, extravertie et à faible valeur ajoutée vers une économie intégrée et à forte valeur ajoutée, notamment en s'appuyant sur des filières stratégiques autour de 4 grands moteurs de croissance. Le premier moteur, c'est la transformation des industries extractives, avec 4 filières qui seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le premier, ce sont les hydrocarbures. Le coût élevé de l'électricité a toujours constitué un des premiers blocages au décollage industriel de notre pays. Ce blocage sera levé grâce à nos ressources en gaz. Le Sénégal, aujourd'hui, ne dispose que de 1740 MW à un prix facturé de 110 francs le kilowattheure en contrepartie de subventions colossales. L'ambition d'ici 2050, c'est 12 000 MW, avec dès les 10 prochaines années 4 000 MW à moins de 60 francs le kilowattheure, et dès ce mandat, une suppression des subventions et un début de réduction des prix facturés. Pour cela, la mise en place du gazoduc est aujourd'hui une des priorités du gouvernement. L'autre volet majeur, c'est le développement de bases logistiques pétrolières pour faire du Sénégal la principale plateforme de service des activités pétrolières du bassin régional, mais c'est surtout la nouvelle cité de la pétrochimie qui rassemblera de grands projets pétrochimiques avec 5 à 8 milliards de dollars d'investissement et 15 000 emplois. La deuxième filière stratégique, ce sont les phosphates. Le Sénégal dispose d'importantes réserves à Darou Moussi et surtout à Ndendori, près de Matam, qui sont aujourd'hui peu valorisées. Aujourd'hui, une partie de ce phosphate est exploitée par les ICS, principalement pour produire de l'acide phosphorique exporté en Inde. La vision des nouvelles autorités est différente. Désormais, le phosphate sénégalais sera principalement valorisé et transformé en engrais ici au Sénégal, avec le grand pôle industriel qui sera à Matam. Ceci pour assurer notre souveraineté agricole et appuyer nos voisins de la sous-région dans cette bataille aussi de la souveraineté agricole. La troisième filière extractive, ce sont les matériaux de construction. Malgré nos matières premières, nous importons 60% de nos besoins et cela impacte aussi bien le coût que la qualité de nos constructions. Le gouvernement mettra tout de suite plus d'ordre dans ce secteur, mais la vision, c'est surtout de produire beaucoup plus de matériaux sur place et de réduire les importations en valorisant toutes nos matières premières. Cette valorisation fera naître une quatrième filière. En effet, en mettant en place les conditions nécessaires, notamment le chemin de fer et l'énergie, le Sénégal valorisera les importantes réserves de fer de la Falémé et se positionnera d'ici 2050 comme un hub métallurgique régional. Le deuxième moteur de croissance de l'économie sénégalaise de demain sera l'agriculture et les industries agroalimentaires. Le Sénégal va valoriser son potentiel agricole diversifié dans les céréales, l'arachide, l'horticulture, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, les produits forestiers non ligneux, le sel, pour devenir une puissance agricole moderne. Mais pour cela, un nouveau modèle agricole sénégalais s'impose à plus haut rendement, avec des filières organisées et connectées au marché. L'agriculteur sénégalais de demain sera un acteur formel, formé, connecté à la base de données agricoles, qui lui fournira des informations précieuses
comme les alertes météo. Il sera sécurisé par un bail agricole et bancarisé. Il sera membre d'une coopérative qui lui apportera de précieux conseils et services et qui sera sous contrat avec les agropoles et leur fournira des produits traçables. Grâce à cet agriculteur, le Sénégal assurera en 2050 sa souveraineté alimentaire et exportera des produits alimentaires à forte valeur ajoutée. Le troisième moteur de croissance, ce sera l'industrie manufacturière. Le Sénégal a connu dans les années 70-80 un décollage de son industrie manufacturière, mais pour une bonne partie de ce tissu industriel aujourd'hui a disparu. La vision 2050, c'est une réindustrialisation, mais sur des bases solides, notamment dans 4 filières, les industries chimiques et pharmaceutiques, le cuir et le textile, les industries d'assemblage et les industries de recyclage. Le quatrième moteur de croissance, ce seront les services à valeur ajoutée. D'abord, le numérique. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance. Pour cela, le Sénégal commencera à mettre en place dès ce mandat les fondements solides d'une société numérique. Chaque citoyen disposera d'une identité numérique fiable. Le foncier et les biens immobiliers seront digitalisés pour l'équité dans l'accès à la terre et une meilleure justice fiscale. Les citoyens bénéficieront d'un accès généralisé et abordable à l'Internet haut débit. Les services publics seront entièrement numérisés, de même que de nombreux secteurs de l'économie. Et l'État encouragera l'émergence de champions nationaux pour que les Google et les Facebook de demain soient sénégalais. Ensuite, le tourisme. Ce secteur a été un moteur de l'économie sénégalaise, mais ce moteur s'est affaibli. L'ambition d'aujourd'hui, c'est de le relancer, en diversifiant l'offre sénégalaise au-delà du balnéaire et du tourisme d'affaires, pour valoriser nos trésors dans l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme religieux ou l'événementiel, comme les prochaines JOJ, et d'y créer près d'un demi-million d'emplois d'ici 2050. Et enfin, les industries culturelles et créatives, la mode, le cinéma, la musique, les arts de la scène, des domaines dans lesquels des Sénégalais talentueux ont su se faire un nom sur la scène mondiale. L'État désormais les accompagnera pour développer la production de contenus, leur distribution et faire de cette filière une industrie forte, comme on le voit aujourd'hui dans d'autres pays, offrant au passage à notre jeunesse des opportunités de milliers d'emplois qualifiés. Ces 4 moteurs et ces filières que nous venons de voir changeront le visage de l'économie sénégalaise et généreront une nouvelle carte économique avec plus d'une vingtaine de pôles économiques dynamiques, des plateformes industrielles, des zones touristiques, des carrefours logistiques répartis sur l'ensemble du territoire. Ce Sénégal, conformément aux orientations du projet, sera plus souverain et plus prospère. Mais la vision du projet, c'est aussi qu'un tel développement s'assoit sur un socle durable. C'est l'axe 2 de l'agenda de transformation. L'aménagement durable du territoire, ce sera d'abord la priorité qui sera désormais donnée, non pas à telle ou telle autoroute, mais au désenclavement du territoire national. 6 corridors ferroviaires, routiers et fluviaux, au total près de 5000 km, seront ainsi progressivement développés et permettront de mailler et de mettre en valeur l'ensemble du territoire. S'y ajouteront les autoroutes de l'eau qui permettront de satisfaire nos besoins pour les populations comme pour l'agriculture, en mobilisant les eaux de surface et en limitant ainsi le pompage des eaux souterraines. L'aménagement durable, ce sera aussi une transition écologique vertueuse, avec plus d'énergie propre et renouvelable, et une gestion durable de l'environnement.
Ainsi, les zones protégées et classées seront développées, la protection du littoral sera renforcée, l'économie circulaire sera promue et des terres seront restaurées, en particulier à travers la Grande Muraille Verte. L'aménagement durable... urbanisation, même si l'urbanisation peut être exploitée de façon positive. Une pollution marine et également atmosphérique, on l'a constaté également à ce niveau. Et le Sénégal dépend beaucoup de l'eau particulièrement, et c'est des menaces qui sont là présentes. Également des risques internes avec, par moment, des troubles politiques et des manifestations sociales, on le sait, surtout ces 10-15 dernières années. Des groupes terroristes également, pas nécessairement au Sénégal, mais plus dans les pays frontaliers. Et enfin, les crises sanitaires, on l'a vu dernièrement avec la Covid, entre autres crises sanitaires. Enfin, le bouleversement technologique avec le numérique, on l'a dit tout de suite, on devrait saisir tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle et les cybersécurité, mais également ça constitue un risque parce que nous devons préparer notre jeunesse, nous devons également préparer notre sécurité relativement à ce bouleversement qui sera un marqueur fort du monde, mais également du Sénégal lors des 25 prochaines années. Une gouvernance également qui a été fragilisée, lourdement fragilisée, avec une baisse de la confiance des citoyens dans les institutions. On l'a rappelé tantôt, ce qui l'atteste, c'est une baisse de l'indice de la gouvernance de plus de 10% sur les 10 précédentes années. Et là, ce n'est pas un indice qui est produit par le Sénégal, c'est un indice qui est produit par les institutions internationales pour dire un peu que là où nous en sommes par rapport à la confiance des citoyens dans les institutions. Une démocratie résiliente, on a eu 3 alternances avec quand même quelques remous qui ont pu être atténués juste avant les élections. Mais le Sénégal quand même a su quand même avoir une démocratie toujours résiliente. La transparence budgétaire qui est également à renforcer à ce niveau également. L'indice de budget ouvert a baissé de presque 20 points les 7 dernières années. Donc ça témoigne un peu de la baisse de la transparence budgétaire, et les audits qu'on vient de publier ces dernières semaines témoignent de cette situation. Les collectivités territoriales, depuis l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, le Sénégal s'est engagé dans une dynamique de donner plus de responsabilités aux collectivités territoriales, quand bien même cet engagement des différents gouvernements qui sont succédés, nous en sommes à au plus 1%. En termes de PIB, de dotation pour les collectivités territoriales. Je précise bien 1%. Ça montre, ça résume véritablement l'inefficacité des collectivités territoriales, leur manque de moyens, pas que financiers, mais également en termes de ressources humaines, pour asseoir un développement bâti autour des différentes régions. La lenteur également de la justice, à ce niveau également, on l'a rappelé tantôt, 46% des dossiers en instance de jugement, ça témoigne un peu de la lenteur, des lenteurs notées au niveau du secteur de la justice. Donc, c'est la raison pour laquelle, dernièrement, il y a eu ces réformes dont la mise en œuvre devra très certainement est en train d'être menée. L'intégration régionale également qui est à renforcer, avec un commerce intra-régional très faible. À ce niveau, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Une insuffisance du commerce intra-régional affecte négativement la croissance et par conséquent le développement. L'insuffisance également de la connectivité. Sans connectivité, il n'y a pas point de développement entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal et les autres pays. Ça renforce la connectivité. La contribution également de la monnaie qui est également à renforcer. Les défis sécuritaires et maritimes, on en a parlé. Je m'en vais. Donc c'est un ensemble de problèmes. L'endettement, un secteur privé très faible, un capital humain véritablement très peu productif, une gouvernance au ralenti, une gouvernance véritablement en décroissance continue depuis pratiquement, surtout ces 10 dernières années. On peut caractériser plus ou moins le Sénégal sur les 15 dernières années et même depuis l'indépendance par ces 3 à 4 grands éléments
Et nécessairement, il faut, pour ce faire, pour résoudre ces problèmes, aller vers une rupture, un changement de paradigme, raison pour laquelle je vais laisser la parole à mon collègue M. Ndiaye pour vous présenter ce que le Sénégal compte faire pour les 5 prochaines années, donc la vision, avant que M. Diallo ne fasse une présentation par rapport à ce qui sera fait pour les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Pour les très petites entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires tourne autour de 10 à 20, qui ne dépasse pas en tout cas 100 millions de chiffre d'affaires. Et quelque chose également qui caractérise le Sénégal, c'est qu'on a très peu d'entreprises formelles. Lorsque, pour le cas du Maroc ou du Singapour, on est à 500 entreprises pour 10 000, ou bien à 700 entreprises pour 10 000, pour le Sénégal, on n'en est que à 10 entreprises. Donc le tissu industriel est très faible, il y a très peu d'entreprises et elles sont également de très petite taille. Le Premier ministre l'a rappelé, le secteur informel crée très peu d'entreprises, alors que c'est le secteur privé qui devrait créer les emplois. Donc 17%, au moment où le public est à 33%, pratiquement le double, et un secteur informel qui occupe pratiquement la moitié des emplois qui sont créés. La productivité également du Sénégal est très faible. L'innovation, on atteste l'innovation qui, en rouge, on le voit, en rouge, qui parfois même, sur les différentes périodes, est négatif. Moins 1% sur la période 1981-1993 et même sur la période 2000-2010. Donc c'est une productivité globale de l'économie qui est très faible. L'innovation, en somme, est très faible au Sénégal. Également, la compétitivité prix du Sénégal, au Sénégal est très faible et elle n'a eu de son... elle a tiré pratiquement l'avantage du différentiel d'inflation qui lui a été favorable. Raison pour laquelle la compétitivité de prix est très faible, même si elle n'a pas atteint des niveaux très exceptionnels. Donc la compétitivité de prix au Sénégal est très faible. Des marges de manœuvre également qui sont très limitées. On l'a vu avec le cercle vicieux de l'endettement. Le Sénégal a connu 3 crises d'endettement. En conséquence, le déficit budgétaire tourne actuellement autour de 10% au Sénégal et c'est quelque chose qui est relativement structurel. En atteste ce graphique où actuellement, quand bien même il y a eu le rebasing, nous en étions en 2019 autour de 51 après le rebasing, alors que sans le rebasing, nous en serions à 71%. Une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, avec un déficit structurel de la balance commerciale qui a évolué de 15% en 2014 à 25% en 2023. Donc les exportations sont très faibles et également la demande intérieure et la demande interne est relativement limitée aux produits alimentaires, énergétiques et aux biens d'équipement. Un déficit structurel du compte également, du compte extérieur courant, 5% pratiquement. Ceci est dû à une épargne très faible, 20% du PIB, au moment où l'investissement mesuré par la formation brute de capital fixe tourne autour de 35%. Raison pour laquelle on en est à ces déficits structurels de la balance commerciale et du compte extérieur courant. Quand bien même, on a eu un apport substantiel de la diaspora autour de 10% du PIB. Les flux d'IDE également ont continuellement évolué à la hausse, passant de 2% à pratiquement 10% du PIB sur les 10 dernières années, qui tournent ces IDE autour des secteurs des mines, du pétrole et du gaz, pratiquement le tiers de ces investissements directs étrangers. Au Sénégal, il n'y a pratiquement pas de moteur de croissance. Pour créer de la richesse, pour aller vers le développement, il faut, sur le premier cadran à droite, en haut, il faut un ensemble de filières internationales à très forte valeur ajoutée. Alors qu'en réalité, on en est pratiquement autour de zéro. C'est pratiquement quasi inexistant. Donc, comme l'illustre le graphique, nous en sommes plus à de très petites filières domestiques
à quelques filières internationales qui tournent autour de 22%. Il n'y a pratiquement pas de moteur de croissance au Sénégal. Cette situation qui caractérise le Sénégal, même si on a quelques opportunités que le Sénégal pourra exploiter, notamment la dynamique de la population, une population très forte, avec une très forte croissance, une fécondité également très élevée, 4 enfants par femme contre une moyenne de 2,3 au niveau mondial. Une population également essentiellement jeune, 50% de la population a moins de 19 ans et 75% ont moins de 35 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune. Une migration également importante, pratiquement on a un immigrant contre 3 immigrants sur la période, sur les 10 dernières années. Donc le Sénégal, c'est un pays plus de départ et de transit. Une urbanisation également, il y a une ruée depuis les indépendances des populations des zones rurales vers les zones urbaines. En atteste le taux d'urbanisation qui était autour de 33%, pratiquement le tiers, en 1976, contre actuellement 55% en 2023. Les projections révèlent que nous en serions en 2050 à 65%. Un capital humain très peu productif. Si on parle de capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est également les mécanismes de protection sociale. À ce niveau, si on parle de la santé, relativement à la santé, il y a un déficit énorme en personnel de santé et en infrastructure. Il y a également une disparité très forte, pratiquement les 68% des spécialistes au Sénégal sont concentrés dans la région de Dakar. Donc des disparités très fortes et également une émergence des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, etc. La deuxième chose, c'est l'éducation qui est également insuffisamment efficace avec un taux de déperdition très élevé. Le taux d'échappement au primaire est de 65%. Pour le moyen, il se situe à 42% et pour le secondaire, nous en sommes pratiquement à 30%. Donc, on sent une déperdition très forte qui n'augure rien de bon relativement au système éducatif. Donc également, la protection sociale, la dernière partie, pratiquement 10% de la population, moins de 10% de la population active bénéficie des mécanismes de protection sociale et 15% des personnes âgées bénéficient d'une pension. On l'a rappelé, le nombre d'actifs. Et quelque chose également, c'est très important, les travailleurs actifs représentent juste 1/5 de l'emploi, donc 20% des Sénégalais. La pauvreté également, il y a eu plusieurs initiatives en la matière. Cependant, nous en sommes actuellement à pratiquement 4 Sénégalais sur 10 qui sont pauvres. 4 Sénégalais sur 10 sont pauvres. Donc avec également au niveau interne plusieurs disparités. On l'a rappelé tout de suite, la position du Sénégal par rapport à l'indice de développement humain qui a 3 composantes, tout ce qui est revenu, tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé. On l'a rappelé tout de suite, la croissance du Sénégal qui est très faible, le PIB par tête, l'éducation tout à l'heure et également la santé, révélateur de l'indice de développement humain qui est très faible. La pauvreté également monétaire, 37% au niveau national, 37% au niveau national, et dans le monde rural, nous en sommes à plus de 50%, précisément 53%. Avec cette pauvreté et cette faiblesse de l'IDH, nous en sommes en plus de cela à des inégalités criardes. En atteste l'indice de Gini qui permet de mesurer les inégalités de revenus au niveau national. Nous en sommes nous occupons la 92e position sur 169 pays. Et l'indice également d'inégalité de genre entre hommes et femmes, nous en sommes à 129, à la position 129 sur 166. Véritablement, nous sommes pratiquement derrière. Si on regarde à droite la carte, Dakar, pratiquement avec 0,3% de la superficie nationale, occupe presque la moitié de la richesse nationale, précisément 46% de la richesse nationale. Au moment où à droite, les 3 régions qui sont à droite, Tamba, Matam et Kédougou,
c'est pratiquement 10%. Si on regarde également, c'est toujours dans les disparités, le revenu par habitant au niveau de la seule région de Dakar, nous en sommes à plus de 2 millions par habitant, au moment où, à droite, à l'extrême droite, nous en sommes à pratiquement 800 000. Et pour les régions qui sont au niveau du centre, entre les deux barres, nous en sommes à plus de 654 000 francs par habitant. Donc on voit, ça fait transparaître quand même des disparités importantes en termes de revenus par habitant, comme nous le précisions tout de suite relativement à l'indice de Gini. La pauvreté également, à Dakar, elle est relativement faible, 9%, au moment où, au niveau du centre, nous en sommes pratiquement à la moitié, 48%, et pour les 3 régions qui sont à notre droite, nous en sommes à 57%. Donc il y a des disparités criardes et un développement humain véritablement très faible. Également, le Sénégal essaie de se mouvoir dans un environnement en forte mutation, avec l'intégration régionale, quelques opportunités, l'intégration régionale qui peut constituer une opportunité que le Sénégal pourrait suivre, le numérique qui peut offrir ces années et nécessairement à l'avenir, le monde de demain, c'est le monde du numérique, également c'est une opportunité importante à saisir, le dividende démographique, entre autres opportunités à saisir pour véritablement bâtir un développement durable à l'horizon 2050. Il y a également à côté de ces opportunités quelques menaces, les cybermenaces, le chômage également qui est énorme, raison de la situation actuelle que nous vivons, les tensions internationales également qui affectent le devenir du Sénégal, mais également la situation actuelle, les dérèglements climatiques, la pluviométrie, tout ce qui est problème de résilience, qui sont également là. L'immigration, on le sait, qui constitue également une menace importante, et également l'insécurité et le tourisme et le terrorisme. Également quelques risques majeurs, et le Sénégal doit également essayer de les contrer. C'est un enjeu climatique et qui constitue l'enjeu climatique qui constitue une préoccupation de taille, avec l'augmentation de la température, on l'a constaté ces dernières années, avec ses effets et impacts dans pratiquement partout dans le monde, les raisons côtières également qui affectent particulièrement nos côtes, et également une mauvaise